Hello la famille! Hello! Bienvenue sur notre chaîne Tangelas. Aujourd'hui, nous abordons un thème qui est la mixité constitue-t-elle un danger pour le couple? A tout de suite. Donc, on a essayé de chercher des statistiques sur la question des couples mixtes pour voir un peu ce qui était dit en France, mais aussi à l'étranger. Et on a eu un problème quand même par rapport à toutes ces statistiques, c'est qu'on trouvait qu'elles n'étaient pas très fiables. Pourquoi? Si on prend les stats, en France, 14% des 236 000 ou 237 000 mariages annuels, ça c'est des chiffres de 2015, sont des mariages mixtes. Et si on prend les stats encore une fois, on voit que les mariages mixtes en France se soldent plus souvent en divorce que les mariages mixtes aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi est-ce que ces statistiques ne sont pas fiables? C'est parce que par couple mixte, eux, ils entendent couple internationaux. C'est-à-dire entre un Français, une personne de nationalité française, et une personne de nationalité étrangère. Or, selon nous, un couple mixte, c'est une personne qui a grandi en France, mais qui peut être de parents étrangers, qui se marie avec une personne qui est en France depuis des dizaines de générations ou bien plus, quoi. Et là, ça, c'est des couples mixtes, mais qui ne vont pas apparaître dans les statistiques. Donc, c'est vraiment assez difficile de pouvoir en tirer des conséquences et d'en tirer des conclusions. On n'a pas pu s'appuyer là-dessus. Ensuite, un point, du coup, on a commencé à regarder dans notre entourage, qu'est-ce qu'à essayer d'analyser un peu ou de questionner, parce que c'est une question qui est un peu courante. Hein. On voit que là, c'est des situations qui sont très différentes. Il y a un de mes potes qui me disait, il n'y a pas si longtemps, que avant, lui, il est africain. Il est né au pays, mais il est venu tout petit. Et il a grandi en France et tout. Et il sortait avec une fille de Versailles quand il était plus jeune. Et donc, vous voyez ce que ça veut dire, Versailles, une famille historiquement versaillaise. Et quand il était à table avec eux, invité chez ses beaux-parents, il n'était pas à l'aise, il parlait pas beaucoup, il avait l'air presque taciturne. Et sa copine, elle comprenait pas, parce qu'elle disait, mais quand je te vois avec tes potes et tout, t'es presque extraverti, ou en tout cas, tu rigoles, tu fais des blagues, mais pourquoi quand t'es chez mes parents, t'es pas bien? Et bon, lui-même, il n'arrivait pas trop à comprendre. Et le temps a passé, il a rompu avec cette fille pour d'autres raisons. Et par la suite, il s'est mis avec une fille qui venait d'Afrique aussi. Et quand c'est devenu sérieux avec cette fille, il a visité, il est allé chez ses parents, voir les parents de la fille et tout. Et là, totalement différent. Il était à l'aise, il rigolait, il prenait la mère comme sa belle-mère, les frères comme ses petits frères. Tout de suite, il a été pris dans le moule et il a été tout de suite très à l'aise. Et du coup, il s'est dit, mais en fait, c'est parce que j'étais pas à l'aise avec les codes qui étaient là-bas. La manière dont il parlait, les blagues, l'humour, tout ça, ça faisait qu'il n'était pas à l'aise avec tout ça. Donc ça, c'est une personne qui a trouvé son équilibre en couple avec une personne des mêmes origines que lui. Mais on a d'autres personnes qui, elles, sont pas attachées à la culture, pas attachées aux traditions. Et pour le coup, vivre en couple mixte, c'est pas du tout un problème, quoi. Donc, on s'était dit, ça peut être intéressant d'aborder cette question, comme on est quand même assez nombreux de notre génération à vivre en couple mixte, mais bien de voir un peu quelles sont les difficultés que rencontrent les personnes dans une situation de couple mixte et comment les surmonter. C'est ça dont on voulait parler avec vous aujourd'hui. Alors en premier point, faire des compromis sans faire de compromission. Gandhi dit une phrase qui est « Tout compromis repose sur des concessions mutuelles, mais il ne saurait y avoir de concessions mutuelles lorsqu'il s'agit de principes fondamentaux. » Effectivement, toute union implique des concessions. Il y a une phrase qu'on dit souvent sur cette chaîne qui est la difficulté dans le mariage, c'est de faire un tout en étant deux. Très difficile. Évidemment, quand on s'installe en couple, chacun vient avec son mode de vie, son éducation, ses habitudes qui se confrontent avec son conjoint. Pour l'équilibre de chacun, en fait, on doit laisser tout cela, on doit laisser changer, se transformer certaines choses ou comportements incompatibles avec le mode de vie ou les valeurs de l'autre. Et pour nous, pour illustrer ça, en fait, faut savoir que nos parents, à tous les deux, vivent dans la même ville. Et moi, j'ai grandi dans cette ville, pas lui.
Et, et lui voulait absolument justement qu'on prenne, qu'on s'installe en fait dans cette ville-là. Et pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible parce que pour moi, j'avais envie de changer, grandir. Depuis petite, je suis là, j'ai fait l'école maternelle, le collège, le lycée, enfin j'ai tout fait ici. Et revenir encore et dire que mes enfants allaient faire la même chose, pour moi, c'était pas possible. Et du coup, on a dû trouver un compromis pour trouver en fait le lieu où on allait vivre sans être dans la ville où j'ai grandi et aussi pas trop loin de nos familles. Donc, faire des compromis, c'est essentiel. Là, on s'est pas installé dans la ville. Ça lui faisait plaisir. Moi, bon, je pouvais supporter d'être un peu plus éloigné de la ville que j'aimais bien. C'est pas un problème. Maintenant, faire des compromis, ça veut pas dire, ou bien il faut faire attention à ce qu'on appelle la compromission. C'est quoi la compromission? C'est de revenir sur des choses qui nous paraissent essentielles ou qui vont à l'encontre de nos valeurs fondamentales. Et comment est-ce qu'on sait que c'est fondamental? C'est parce qu'on a une idée de notre identité et on sait que si on abandonne ces choses-là, eh bien au final, on sera moins épanoui. Et c'est ça dont on essaie de se prémunir pour être bien dans le couple. Et si on est bien dans le couple sera bien lui aussi. Un exemple qu'on donne souvent, il y en a beaucoup, mais la circoncision. Dans certaines traditions, que ce soit en Afrique en général, dans les peuples musulmans en particulier, je crois aussi chez les juifs, la circoncision c'est fondamental. Ils ne peuvent même pas, ou on ne peut même pas imaginer quand on a un garçon le laisser grandir sans qu'il soit circoncis. Alors que de l'autre côté, en Occident, en France, mais aussi en Allemagne, où c'est assez fort, il est interdit, enfin on ne veut pas circoncire les enfants, et dans la culture, on considère que la circoncision, c'est une mutilation. Et surtout une mutilation, en Allemagne, ils disent que c'est trop grave de mutiler un enfant comme ça, sans son accord. Et donc, il faut attendre qu'il devienne majeur pour prendre la décision. Alors qu'on sait que plus on le fait jeune, mieux c'est. Nous, pour Elika, notre aîné, on l'a fait, il doit avoir quel âge, 5 ans, 4 ans? Ouais. 4 ans et déjà j'avais l'impression moi que c'était trop tard tellement il souffrait quoi. Donc vraiment c'était quelque chose qui était important la circoncision pour nous et qui est important finalement dans un couple. Et là on se rend compte qu'il y a des couples où ils en ont pas parlé. C'est-à-dire qu'ils ont eu le temps de fiançailles et ils ont jamais pris le temps d'échanger sur un point qui est aussi important. Et c'est ça sur lequel il faut alerter, c'est que quand tu es en couple au départ et que on n'en est pas encore à quelque chose de sérieux, il faut que toi, tu saches déjà qu'est-ce qui est important pour toi, quels sont les points sur lesquels tu ne vas pas rechigner. Et c'est là où on voit à quel point il est important de se connaître soi-même. Je crois que ce n'est pas la première fois qu'on en parle dans les vidéos. Ouais, souvent, ça revient. Mais il y a vraiment cette idée-là de se connaître soi-même parce que si on se connaît, eh bien, on saura ce qu'on peut accepter et ce qu'on ne peut pas accepter. Et ensuite, une fois qu'on se connaît, eh bien, quand on se met en couple, il faut aborder certains aspects avant même que ça devienne trop sérieux. Ou bien quand on sait qu'on commence à être sérieux et les discussions, là, il ne faut plus discuter de la pluie et du beau temps. Il faut commencer à dire, ah mais attends, est-ce que sur cette chose-là, elle va être OK. Nous, bon, la circoncision, ça se posait même pas, mais il y a plein de sujets sur lesquels il a fallu qu'on réfléchisse. Et c'est toujours surprenant de voir des gens qui ont fait 5, 6 ans de relation, et ensuite ils se marient, ou ils se mettent en couple, ils s'installent, ils font des enfants, et là, oh, on a un garçon. Oh, je veux faire la circoncision. Ah ouais? Moi, je suis contre. Il y a un moment où il fallait avoir cette discussion avant. Connais-toi toi-même pour savoir qu'est-ce qui est fondamental chez toi. Et une fois que tu sais ce qui est fondamental, eh ben, dans le couple, dans la relation, tu en parles pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de difficulté et qu'au moins vous sachiez tous les deux sur quelle base vous partez. Connais-toi toi-même pour éviter la compromission. Deuxième point, c'est composer avec la famille et les proches. Et c'est vrai que lorsqu'on s'unit avec notre conjoint, notre partenaire, on oublie souvent qu'on s'unit aussi avec une autre famille. Et parfois, il arrive que notre famille ou la belle famille s'oppose à cette décision-là. On doit composer avec et on doit en fait les emmener avec nous dans cette décision que nous avons prise d'abord en couple et ensuite leur imposer en fait notre choix. Et c'est là que vient en fait toute la complexité, toutes les difficultés quand la famille ou les proches s'opposent à notre choix. Il est nécessaire qu'on se sente soutenu
par notre famille. Et si maintenant l'un des deux n'est pas soutenu par sa famille, bah, les conséquences, c'est qu'elle va se sentir triste, pas épanouie, mais surtout isolée. Et parfois, ça peut même créer de la jalousie dans le couple. Si ton conjoint est soutenu par sa famille, bah, l'autre, tu vas te sentir un peu seul, isolé, ou parfois même, tu auras envie de mettre ta famille de côté et puis être centré sur l'autre et la culture de l'autre. On voit une souffrance importante. C'est-à-dire que cette personne va être fragilisée dans ses choix. Cette personne va se sentir... parfois, va rejeter en fait cette douleur, cette souffrance sur son conjoint et va peut-être aussi... ça crée une atmosphère de tension. Et on a vu aussi que se marier, par notre entourage qu'on a pu voir, que se marier sans l'avis de ses parents, même si souvent... On voit des personnes qui se disent « c'est pas grave, je peux me marier sans mes parents, je l'aime, ça va aller ». Mais ça crée quand même une cassure. Ça crée quand même une cassure dans la personnalité de la personne qui vit ça, dans ses choix et dans tout ce qui va se passer. Et pour accepter ça, bien sûr, il y en a qui le font, mais il faut vraiment être fort. Il faut vraiment être très, très, très fort pour se dire « je vais me marier sans mes parents, sans ma famille ». Et ceux qui font ça, je vous dis vraiment chapeau bas. Quand les parents refusent l'autre membre du couple, eh bien, ça crée des frictions, des tensions et parfois même ça split quoi. Vraiment, les ponts sont rompus. Les parents disent ah non, bah, si toi tu veux te marier, fais ton choix. Nous, on se calcule plus, tu n'existes plus. Il y a des parents qui renient leurs enfants, qui les déshéritent. Enfin vraiment, voilà, c'est des salades un peu compliquées à gérer. Et le problème, c'est qu'il y a un impact sur les enfants derrière, que la famille qu'on va créer. Certaines personnes disent bon, moi, ce qui m'importe, c'est mon mari et moi, ou ma femme et moi. On va reconstruire notre vie ensemble, mais c'est difficile de se construire en tant qu'enfant quand il y a absence de grands-parents ou en tout cas quand il y a défiance par rapport aux grands-parents. Pourquoi? Parce que nous qui avons grandi par exemple en Occident, avec nos parents qui étaient en Afrique et qu'on n'a pas pu voir, on sentait qu'il manquait quelque chose dans la filiation. La difficulté à créer ce lien-là avec notre histoire. Et quand il y a une opposition avec les grands-parents, c'est encore une déchirure qui est plus grande. Et on oublie, enfin, ça coupe un lien dans l'histoire de l'enfant et ça empêche l'enfant de s'inscrire dans le monde dans lequel il vit, dans l'histoire dans laquelle il vit. C'est pour ça que c'est vraiment compliqué. Et le propos ici, c'est surtout de dire, c'est un choix que chacun assume. Et chacun doit assumer ses choix. On est des grands maintenant. Mais il faut l'assumer en connaissance de cause. En sachant que on s'expose, dans certains cas, à des grandes difficultés et savoir quelles sont ces difficultés-là, quoi. Pour nous, bon, c'est plus simple, dans le sens où on a fait le choix, justement, de rester en couple avec une personne qui a les mêmes origines. Et dans mon idée, c'était pas tant une africaine ou quoi, ou juste une noire. Moi, je voulais quelqu'un qui vienne du même village ou de la même ethnie, du même pays, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels on se comprend, il n'y a pas de souci, et après, c'est réglé. Et quand on réfléchit à tout ce dont on a parlé depuis tout à l'heure, tout au long de la vidéo, on voit qu'au final, la difficulté, c'est quand on est face dans le couple à un des membres du couple ou à deux personnes dans le couple qui sont ancrées dans leur tradition. C'est-à-dire que aujourd'hui, on vit en Occident, par exemple, pour nous qui sommes ici. Tous en Occident, on peut faire le choix de dire, non, nous, on oublie nos traditions, on oublie notre mode de vie et on veut vivre à l'occidental. Et là, à ce moment-là, pour peu que l'autre personne, peu importe ses origines, elle veut vivre à l'occidental comme nous, il n'y a pas de problème. Ou j'ai des frères à moi, frères au sens large, qui sont convertis à l'islam et qui veulent épouser des filles qui sont, ou des filles qui sont dans la tradition, dans cette tradition-là, ils ont choisi ce truc-là et ils se rejoignent là-dessus. Et du coup, ils ont choisi aussi d'oublier ou de s'éloigner de leur tradition d'origine. Là, à la limite, il n'y a pas de problème il y a moins de problèmes à être en couple mixte. Mais lorsqu'on choisit de garder ou que la tradition fait partie de nos valeurs fondamentales
personnelles et font partie des valeurs fondamentales de la famille et qu'on veut rester attaché à sa famille, là, c'est là que ça peut causer vraiment de grandes difficultés et que, du coup, le fait d'être en couple mixte peut créer un danger. Mais on voit que c'est une question qui dépend finalement de la nature de chacun, des valeurs de chacun, de ce qu'on a choisi pour vivre au quotidien. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra savoir. Donc il faut qu'on sache quelles sont nos valeurs fondamentales et qu'est-ce qu'on est prêt à lâcher, qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à lâcher, sur quoi on est prêt à faire des compromis, sur quoi on n'est pas prêt à faire des compromis. Et à partir de là, on peut se dire, ben voilà, je suis prêt à accepter d'être en couple avec une personne qui a d'autres valeurs ou pas, quoi. Mais maintenant, si vous êtes déjà en union, en couple, marié avec une personne qui n'a pas la même origine que vous, et que vous vous rendez compte, parce que ça peut très bien se passer, tout va bien, mais que vous vous rendez compte que finalement, bah, il y a beaucoup de choses qui clochent et que ces questions-là arrivent là, comment on peut faire? Il est temps en fait de retravailler vos valeurs, de retravailler, de mettre un nouveau pont en fait pour que vous puissiez les deux vous sentir épanouis. Mais ça ne veut pas dire que, le plus dur dans la mixité en fait, c'est ça, c'est que une culture prenne le pas sur tout. C'est ça en fait. Et il faut vraiment en fait être équilibré pour pas que l'autre se sente frustré et éteint parce que la culture de son conjoint a pris le pas sur elle. À part si c'est elle qui le souhaitait. Attention, si c'est la personne qui souhaitait, ça c'est autre chose. Mais c'est ça en fait. Essayer de trouver un équilibre pour que tout le monde se sente bien dans le couple. On va conclure avec la manière Tangelas toujours. Et vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle va utiliser comme gâteau? Le couple mixte correspond à quoi? Tout simplement, c'est deux origines qui sont ensemble pour créer quelque chose. Et moi, j'ai pensé au carrot cake. Carrot cake, c'est simple, c'est un gâteau sucré et salé. Trouver l'équilibre, le bon dosage pour que ce sucré et ce salé soient en fait équilibrés dans notre palais. Mais ce qui est sûr, c'est que le carrot cake, en fait, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Il faut être à l'aise avec le sucré et le salé. Ce n'est pas une pâtisserie qu'on va dérouler comme ça. Mais il y en a beaucoup, beaucoup, surtout les anglo-saxons, qui aiment beaucoup ce gâteau-là. Donc, pour le couple mixte, c'est ça. C'est sucré, salé. Et c'est à vous, en fait, de trouver le bon dosage pour que le salé ne prenne pas le pas sur le sucré et que ça soit équilibré afin que ceux qui se sentent parfaitement bien dans le couple mixte puissent vous prendre en tant qu'exemple et se dire ouais, le couple mixte, ça match et j'aime et eux, ils sont forts pour pouvoir traverser toutes ces tempêtes. Et voilà, alors si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il faut faire. Et n'hésitez pas à commenter, vous qui êtes en couple mixte, savoir les difficultés que vous avez pu rencontrer et surtout, ceux qui sont en couple mixte, que tout roule, tout se passe bien. On aimerait bien avoir des témoignages parce qu'on entend beaucoup de choses néfastes. Et c'est dommage, je sais qu'il y a beaucoup de gens, ça se passe bien. Et ceux qui vraiment vivent des galères ou qui ont fait le choix d'être en couple mixte, ça serait important qu'on puisse échanger, parler, n'hésitez pas et nous dire votre vision par rapport à tout ça. Sur ce, on vous dit à une prochaine vidéo et portez-vous bien. Ciao, ciao!